On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on reçoit le député fédéral de Saint-Jean, Jean Rioux, qui va nous parler un peu des impacts du dernier budget du gouvernement libéral fédéral pour nous, ici, les électeurs du comté de Saint-Jean. Mais d'abord, on revient sur l'avenir des terrains de golf. On reçoit un citoyen du secteur des légendes qui souhaite dépolitiser le débat. Il est lui-même issu du monde des affaires, donc il n'est pas contre le développement, mais il veut surtout être vraiment consulté pour la suite des choses. Lundi dernier, au conseil de ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, on le savait, l'avenir des golfs allait revenir à l'agenda. Le maire avait exercé son veto 3 semaines auparavant pour bloquer une résolution, parce qu'en ce moment, les élus ne s'entendent pas sur la marche à suivre. Ce n'est pas le dézonage, là. La résolution, ce n'est pas pour dézoner. La résolution, c'est l'espèce de marche à suivre pour consulter les citoyens, les riverains, les propriétaires des terrains de golf pour savoir qu'est-ce qu'on va faire de cet enjeu-là et comment on va le décider. Là aussi, il y a des écoles de pensée. Certains veulent préserver à tout prix, d'autres veulent développer peut-être aussi un peu plus. Mais ce qui est intéressant dans le cas de l'Assemblée publique de lundi, c'est qu'il y a un citoyen du secteur qui a fait un peu de partisanerie pour dire, écoutez, nous, on existe, puis voici notre préoccupation. Il est avec nous, c'est Daniel Tremblay. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Pourquoi avez-vous senti le besoin d'intervenir publiquement à ce conseil de ville-là? Pourquoi c'était important pour vous? La première raison, comme j'ai expliqué au conseil municipal lundi soir, mon but était de faire sentir les préoccupations des gens alentour du golf. Et puis, on n'a pas l'impression que les décisions vont se prendre avec une vraie consultation. Donc, les gens, comme j'ai expliqué au conseil de ville, les conseillers qui sont là, très peu restent sur le bord du golf. Très peu ont leur maison, leur demeure là. Donc, eux qui vont prendre les décisions, qui vont diriger les décisions futures de la ville à ce niveau-là ou du dézonage, ils n'ont pas d'impact. Pour eux, leur quotidien ne changera pas. Leur maison est à des kilomètres de là ou à des rues de là, d'un quartier complètement différent. Pour nous, c'est les riverains du golf, si je peux les appeler comme ça, ou les gens adossés au golf, qui vont voir des gros changements. Mais souvent, dans ces enjeux-là, puis même on fait un peu de blague avec ça, mais moi, je prends mon propre exemple. Je me dis, bon, moi, les golfs, personnellement, là où j'habite, ça n'a pas d'impact dans ma vie. Le bruit de l'aéroport, ça n'a pas d'impact dans ma vie. Le problème des sens uniques à la sortie du pont à Iberville, moi, j'habite à Saint-Jean, ce n'est pas un problème pour moi. Donc, quand un problème fait en sorte qu'il ne nous concerne pas, évidemment, on a l'impression que, c'est pas dans ma cour, ça ne me dérange pas, moi, dans le fond, ce qui arrive au golf. Mais vous, dans votre cas, ce qui va se passer va avoir un impact dans votre vie. Mais il y a un impact dans la mienne, puis il y a un impact dans tous les gens dans mon quartier, même ceux qui ne sont pas adossés au golf. Comme j'expliquais encore au conseil de ville, moi, je suis sur l'entrée du chemin qui rentre à l'intérieur du golf, donc entre le trou numéro 3 et numéro 4 au golf des légendes. Et puis, je suis de Victorienne, donc tout vitré. Je vois les gens passer pour aller faire la bicyclette, autant pour aller se promener le chien, faire du jogging. Je vois des gens des autres quartiers alentours qui viennent dans notre coin parce que c'est enchanteur, parce que c'est superbe. Donc, même ceux du coin, je pourrais dire, qui ne sont pas directement, sont dans des rues adjacentes, viennent profiter de cette villégiature-là. Donc, moi, je viens au nom de ces gens-là de dire, attendez une seconde, je ne veux pas avoir un dézonage ou faire un chèque en blanc à nos conseillers, qu'eux, après ça, vont décider de dire, bon, bien, OK, on va dézoner de telle façon, puis voici un projet qu'un promoteur, puis on y va. Comme il est arrivé au Bois-Douglas. Bois-Douglas, vous savez, il y a plusieurs conseillers qui étaient là, qui sont encore à la table aujourd'hui, y compris le maire Laplante, qui était un conseiller à l'époque. Et puis, ces gens-là, je n'ai pas regardé les votes, mais ils ont voté en faveur de ça. En même temps, ce que je trouvais intéressant de votre déclaration, ça m'a un peu surpris sur le coup, parce que je me dis, bon, Daniel Tremblay, c'est un type qui est issu du milieu des affaires. Hein? Vous êtes associé à l'entreprise Tremcar et tout ça. Donc, généralement, on se dirait, bon, quelqu'un qui a un préjugé favorable au développement. Mais en même temps, là, vous êtes dans le rôle du citoyen, évidemment, qui peut être impacté par ce projet-là. Êtes-vous pour ou contre le développement du golf ou pour ou contre la préservation à tout prix de cet espace-là? À quel endroit vous vous situez entre celui qui a le chapeau parfois du gars d'affaires, mais qui, là, cette fois-là, a le chapeau du citoyen? C'était une des questions que j'avais notées pour les gens, parce que moi, je ne suis pas pour ou contre. Parce qu'on aurait dit que tout le monde veut prendre une position extrémiste.
Moi, j'en ai pas de position extrémiste, j'ai une position très centrée où ce que je comprends, puis j'ai expliqué ça au conseil encore une fois, où ce que la réalité des golfs, la réalité financière des golfs est un problème partout au Québec. On sait ça. Ouais. Donc, il va falloir prendre des décisions pas faciles. Je comprends cette partie-là, je suis en affaires, puis quand une décision pas facile à prendre, je peux vous dire qu'on sait de quoi on parle. Donc, cette partie-là, pour moi, c'est OK, il faut faire quelque chose, mais on ne fera pas quelque chose à tout prix. Il ne faut pas sacrifier la villégiature pour juste penser profit, juste penser développement. Il y a des mix intéressants à faire, il y a des projets qui peuvent être amenés. C'est ces projets-là que je vais être capable de décider lequel fait mon affaire. Si j'avais le choix dans mon entreprise, M. Latour, moi, je dirais, bien, donnez-moi 2, 3, 4 promoteurs, arrivez avec des projets, et puis ensuite à ça, on va négocier lequel projet qui arrime bien villégiature et développement. Donc, le fardeau, il est sur le dos des promoteurs. Donc, c'est à eux de faire la démonstration ou de convaincre les propriétaires riverains que c'est un bon projet. Exactement, parce qu'il y a un paquet de services qui pourraient être améliorés. On a parlé vite, M. Savard a amené des exemples comme la passerelle au-dessus de la 35, on pourrait négocier des pistes cyclables, on pourrait naturellement améliorer les rives de plusieurs beaux lacs sur le golfe des Mais Légendes. vous n'êtes pas fermé au développement. Ah, pas du Vous tout. ne faites pas partie de ceux qui pensent qu'il faut que la ville achète ça puis que ça devienne un grand parc nature. Non, moi, la première des choses, je suis un entrepreneur, encore une fois, donc tout ce que la ville gère de façon privée ou essaie de faire de l'argent avec, c'est pas nécessairement toujours des succès, puis ça va finir par coûter de l'argent aux citoyens de Saint-Jean. Moi, je veux pas que les citoyens de Saint-Jean aient le compte de taxes qui augmente à cause Parce des qu'on choix. a acheté les terrains de golf. Oui, à cause des gens des Légendes, les gens, naturellement, de la boulevard de la Mairie ou c'est vrai du golfe de Saint-Jean. Puis comme j'ai expliqué hier aussi, la réalité du vieux golfe de Saint-Jean est tout autre que celle des Légendes. Donc, je ne veux pas qu'on mette les 3 golfs ensemble pour avoir une solution qui colle à tout le monde. Parce que pour vous, c'est 3 enjeux différents. Au moins 2. M. Laplante a quand même amené un bon point hier, disant que celui de la Mairie, celui des Légendes, se ressemblent beaucoup. Oui. Je dois avouer que c'est un très bon point. Dans le secteur Saint-Luc, pas loin de l'autoroute 35. Exactement, il se rejoint Mais dans le cas du quasiment. club de golf dans Saint-Eugène, c'est une autre histoire. Complètement. Je comprends M. Fontaine là-dessus, qui veut aider naturellement les gens à trouver des solutions. Parce que les actionnaires veulent le garder en golf 18 trous, mais probablement prêts à céder une portion à l'avant de Jacques-Cartier pour bâtir 80 unités pour renflouer la dette de 2 millions. Exactement. Mais pour continuer de l'opérer en golf 18 trous. Si les gens de cette région-là c'est un sont compromis heureux, acceptable. ben oui, ils sont heureux avec ça. Mais pourquoi moi j'irais voter sur le golf de la rue Jacques-Cartier? Pour moi, il n'y a aucun impact, comme on disait tantôt. Donc, Souvent, la dualité qu'on a l'impression, puis même avant l'élection, c'est de dire, bon, même le maire, le nouveau maire Laplante disait, et même François Blais, qui était candidat dans le quartier, disait, nous, ce qu'on veut, c'est que la ville se porte acquéreur des terrains de golf pour préserver les espaces verts. De l'autre côté, l'équipe Fecteau disait, oui, mais attention, même Yvan Berthelot le disait lundi soir, dit oui, mais écoutez, moi, les gens de mon quartier, ils ne veulent pas que leur compte de taxe augmente. Donc, si on a encore de l'espace à se développer et que la ville peut avoir des recettes foncières, bien, il faut en profiter. Mais en même temps, Alain Laplante disait la chose suivante, dit oui, mais on ne veut pas du monde qui achète des maisons à Saint-Jean, travaille à Montréal puis dépense à Brossard. Mais en même temps, je reviens à l'autre analogie, puis des entreprises comme la vôtre cherchent de la main-d'œuvre. Donc, les entreprises ont été pénuries de main-d'œuvre. Donc, l'effet du balancier, il est où entre développer ou ne pas développer, aller chercher de la nouvelle main-d'œuvre ou ne pas avoir de main-d'œuvre, des citoyens qui dépensent ou qui ne dépensent pas. Dans le fond, là, la vérité est où? Elle est comme dans le milieu? Bien, pour moi, je suis en entreprise, puis tout est une question de compétitivité. Puis pour être capable de compétitionner autant avec Chambly, comme il y a à Saint-Bruno ou Boucherville, ces endroits-là, ça prend des espaces verts, ça prend de la qualité de vie aussi aux citoyens. Okay. Puis si on élimine toute cette qualité de vie-là, je pense pas qu'on améliore notre vie à long terme ou notre attraction de la main-d'œuvre à long terme. Les gens ne veulent pas juste avoir un endroit de béton, ils veulent avoir une qualité de vie. Les gens viennent de plus en plus au centre-ville parce qu'on a un bord de l'eau, parce qu'on a fait un beau parc, parce qu'on organise nos choses. On a fait le côté sud, on est en train de faire l'entrée nord. Donc, on travaille à ce niveau-là pour améliorer le côté attractif de notre ville. Mais c'est la même chose avec moi pour les parcs. Donc, oui, je veux développer. Non, je pense que prendre un terrain et le vendre à la ville, je ne pense pas que c'est la solution, loin de là. Mais je veux être capable de choisir le projet. Je ne veux pas me fier aux conseillers pour prendre notre choix à nous. Parce que eux, les impacts, ils n'en auront pas ou très peu dans le vote. Ce sont des districts qui sont loin. Et comme vous dites, il n'y a pas d'impact pour vous si vous n'êtes pas dans le coin. Mais si je me remets dans la peau, dans le fond, d'un propriétaire riverain comme vous, vous ne souhaitez pas qu'à l'arrière de votre domicile, qu'il y ait un terrain de golf inactif là, pour les 50 prochaines années, puis que l'herbe pousse, puis que ça soit à l'abandon. C'est pas ça que vous voulez? Non, pas du tout. Mais en même temps, vous ne voulez pas n'importe quoi.
Exactement. Est-ce que les voisins, les gens avec qui vous parlez, est-ce que vous avez sensiblement le même degré d'ouverture? Oui. Est-ce que vous sentez Généralement, que... je pense que tous les gens, moi j'ai toujours dit dans mon entreprise, c'est la même chose, mes employés pourraient vous le dire, je pense que tous les gens sont de façon raisonnable. Les gens ont juste peur du système, principalement, parce qu'on Ils ont peur de se faire avoir, c'est ça? Exactement. On va être consulté après que les jeux sont joués. Craignez-vous les impacts de la fameuse loi 122? Là? Parce qu'on le sait, la façon que ça marche, un promoteur dépose un projet. Évidemment, il y a un changement de zonage qui est demandé, qui est autorisé par la Ville. Après ça, il y a des registres. Autrefois, c'était un peu le système. Là. Les gens peuvent s'opposer et, à la limite, même provoquer un référendum. Par contre, la loi 122 va peut-être changer un peu ce poids-là. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui comme citoyen, vous craignez les impacts de cette loi-là et qu'on vous impose un projet sans votre consentement? Bien, c'est certain que ça fait toujours peur parce qu'on n'est pas des spécialistes. Les citoyens, de façon générale, ne sont pas des spécialistes au niveau réglementation. Ouais. Donc, la loi 122, les élus la connaissent beaucoup mieux que nous, peuvent la manipuler beaucoup mieux que nous ou jouer naturellement leurs cartes en fonction de leurs intérêts personnels. C'est ce que je ne veux pas dans ce dossier-là. Je veux qu'on pense aux citoyens riverains en premier. Bon, parce que lundi soir, au Conseil, on l'a senti, il y avait tout près de 200 personnes en haut et en bas. Bon, il y avait des partisans de l'équipe Laplante, il y avait des partisans de l'équipe Fecteau, mais il y avait aussi, 50, 60 riverains, des gens comme vous, Exact. qui êtes directement concernés par le projet. Exactement. Pour nous, on ne fait aucune partisanerie politique. J'en ai pas contre l'équipe Fecteau, contre l'équipe Laplante ou contre les indépendants ou pour ou contre. Je ne suis pas pour ou contre personne. Je veux juste que mes droits soient respectés, qu'on puisse faire un développement qui a du sens, puis dans lequel on va être capable de choisir, nous, pas eux choisir avec qui. Vous savez, la politique n'est pas toujours naturellement... Il y a des retours d'ascenseur des fois où il y a des gens qui ont certaines pressions, ils sont un peu mal pris. Je ne veux pas que ce soit ça. Je veux que ce soit notre quartier. La seule personne qui reste naturellement qui est riverain au golf, c'est M. Savard. Donc, c'est le seul vraiment, puis lui est en charge de notre district. Donc, c'est le conseiller de notre district. Lui a quelque chose à perdre. Pour les autres, ça ne représente que très peu de votes. Fait que donc, s'ils ont la chance, il y a des gens qui ont besoin d'un retour d'ascenseur, ils en profitent. Donc, le message que vous passez, c'est qu'il faut dépolitiser l'enjeu. Exactement. Rendre le fardeau sur le dos des promoteurs qui doivent vous convaincre d'un bon projet. D'un bon projet, qu'on amène 2, 3, 4 projets, puis qu'on nous fasse voter les riverains sur les projets. Ensuite, là, moi, je suis convaincu que les gens vont entendre le bon sens là-dedans, puis il n'y a personne qui veut son compte de taxes monter parce qu'on va faire un achat massif de terrain de golf à Saint-Jean. Pour nous, c'est ultra important, puis moi, je crois au gros bon sens des gens. Daniel Tremblay, merci beaucoup. Merci. Bonne chance. Restez avec nous. Au retour, on reçoit le député fédéral de Saint-Jean, Jean Rioux. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Salut, ici Alexandre Baudouin. Cette semaine à Sport Express, on parle de golf, on parle de ski, on parle de chasse, de pêche, et tout ça avec une seule et même personne, notre chroniqueur plein air, François Laramée. Manquez pas ça. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Coulisses Bêta, jeudi, 19h. Revenons sur le budget fédéral principalement. Revenons également sur les impacts de ce budget dans notre comté, ici même, à Saint-Jean, avec le député fédéral de Saint-Jean, Jean Rioux. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Budget qui principalement est orienté à l'égard des familles, à l'égard de l'emploi. Quels sont les principaux faits saillants de ce budget pour les Canadiens dans l'ensemble, mais principalement ici pour les gens de Saint-Jean?
Bon, pour les Canadiens, principalement, ce qu'on va retrouver, l'allocation canadienne pour enfants qui va être indexée. On retrouve aussi une nouvelle allocation canadienne pour les travailleurs. Aider les gens, finalement, qui ont un revenu là, qui ressemble aux revenus sociaux, leur donner un incitatif pour rester sur le marché du travail. Donc, ça va être bonifié de 500 par personne. Donc, c'est un élément qui est important. On retrouve aussi de l'argent pour l'environnement. Environnement pour avoir de la conservation de parcs nationaux, de territoires, davantage de recherche environnementale. On parle d'un budget de 2,3 milliards. Des choses qui touchent la région, mais l'ensemble des Canadiens. On a finalement ce qu'on appelait au niveau de l'assurance-emploi, le fameux trou noir pour les travailleurs saisonniers. On sait que ça touchait ici dans la région au niveau du tourisme et au niveau de l'agriculture. Donc, pour les 2 prochaines années, il va y avoir de l'argent pour combler ce fameux trou noir-là qui touchait dans la région, mais aussi beaucoup dans les maritimes, principalement les pêcheurs qui étaient touchés. Donc, c'est une mesure qui est importante. Dans ce budget-là aussi, il y a peut-être un impact important qui était peut-être moins, j'appellerais, traditionnel, économique, mais qui était un budget féministe, où est-ce qu'on a mis beaucoup de mesures au niveau des femmes. Création d'un ministère du Conseil de la femme qui va être maintenant officiel. On va aussi retrouver de l'argent pour les femmes entrepreneurs, donc qui vont pouvoir avoir des fonds facilement accessibles. On parle de 1,6 milliard qui va être disponible. On a vu qu'on a augmenté aussi le congé parental, donc ça devrait être ici qui existe au Québec, donc on devrait s'attendre à avoir des compensations qui vont être importantes. Bon, une double question, mais on est dans le même sujet. Oui. Est-ce que la dette est sous contrôle? Et deuxièmement, est-ce qu'on a réussi, depuis votre arrivée en poste, je parle bien sûr des libéraux fédéraux, à réduire le déficit opérationnel? On le sait que c'était même indiqué au moment de la campagne électorale. Les libéraux ont dit clairement, nous, si on reprend le pouvoir, il y aura des déficits parce qu'on doit réinvestir. C'est bien de le faire, mais en même temps, est-ce qu'on a quand même réussi à réduire tout ça et avoir comme plan également de réduire cette dette opérationnelle? Oui. Et j'aime bien votre question, de la manière dont vous l'avez posée, à savoir, est-ce qu'elle est sous contrôle? Oui, elle est sous contrôle. C'est une dette, finalement, on a la dette la moins élevée des pays du G7 et en pourcentage du PIB, dans les prochaines années, elle va diminuer. Et pourquoi cette dette-là n'est pas pour les dépenses d'épicerie? Elle est là pour les infrastructures. On n'a pas commencé encore à le dépenser, mais c'est 180 milliards de dollars qu'on va avoir pour les 12 prochaines années pour l'infrastructure. Donc, c'est de l'investissement. Puis, il faut voir en arrière de ça qu'il y a un momentum, c'est-à-dire qu'on n'a jamais eu des taux d'intérêt aussi bas. Et présentement, ce qu'on est en train de faire, c'est un exemple. La Banque mondiale donne comme exemple le Canada et les résultats sont là. On regarde depuis notre arrivée au pouvoir, c'est 600 000 emplois et plus qui ont été créés et aussi le PIB le plus élevé des pays occidentaux. Si la dette est sous contrôle et qu'elle se compare avantageusement avec les pays du G7, est-ce que le déficit opérationnel, donc de chacun des budgets jusqu'à présent, est-ce qu'on a une projection de diminuer à chaque année la dette opérationnelle? Ça, de ce côté-là, elle est contrôlée. Comme je vous le disais, la dette, elle est pour les infrastructures, elle est pour l'investissement. Et si vous voulez faire des comparatifs, avec le précédent gouvernement. Le précédent gouvernement avait des déficits en moyenne de 20 milliards de dollars par année, tandis que si on regarde le déficit anticipé cette année, c'est 15 milliards. Puis aussi, on va avoir un fonds de 3 milliards s'il arrivait des incidents qu'on ne contrôle pas. On sait qu'on a tout le débat présentement avec les États-Unis, la renégociation de l'accord de libre-échange. Bon, que prévoit ce budget pour la défense nationale? 3 petits points, et pour des installations comme le collège militaire ou la garnison. Bon, ici, le budget, principalement, dans la région, on voit, c'est le retour de la formation universitaire, donc c'est au budget.
et aussi des projets aussi avec la nouvelle politique. Présentement, il y a 5 000 recrues qui sont formées. À la garnison, on va passer à 6 000. Donc, ça veut dire qu'il y a une augmentation des dépenses dans la région. Et à travers ça, bien, on a déjà annoncé, il y a 2 constructions nouvelles à la garnison, la clinique médicale ainsi que le nouveau pavillon académique. Et suite à toutes ces additions-là, bien, il va falloir réévaluer les infrastructures au niveau de la région. Donc, on voit que la défense est bien implantée ici et pour rester. Bon. Et pour ce qui est du retour de la formation universitaire au Collège militaire royal, est-ce qu'on est toujours dans les dates prévues? C'est prévu pour le mois d'août. Donc, déjà, on est en train de faire du recrutement, des inscriptions pour le Collège militaire. Bon. Parlez-moi de réinsertion, parce que récemment, vous aviez dans vos communications un projet pour la Maison des jeunes, le Dôme. C'est quand même un projet, parce que c'est important, parce qu'il y a des subventions qui y sont rattachées. C'est quand même une subvention de 575 000 $ pour un organisme du milieu, comme ici, qui en a bien besoin. Dans quel contexte cette OSBL réussit à bénéficier de cette subvention du fédéral? Bien, ce qu'ils font, c'est qu'ils aident des jeunes, finalement, qui sont décrochés. Et on va les réintégrer au niveau de la société. Il y a une première étape, que je dirais, c'est de le réintégrer, puis de leur démontrer que toutes les compétences sont utiles dans la société. Et présentement, bon, on sait que c'est un problème, il manque de travailleurs sur le marché. Donc, de leur donner espoir à ces jeunes-là de pouvoir réintégrer la société. Donc, ça, c'est un aspect qui est important. Et on a vu aussi que les emplois d'été, on avait eu dans les 3 premières années, on avait un programme, on avait doublé les emplois et il est reconduit dans le nouveau budget pour les jeunes, donc cet été. Et pourquoi c'est important, ces emplois été-là? Ça permet à nos jeunes d'aller chercher de l'expérience, ça les aide à payer leurs études et on soustrait ça au budget de la famille, de ne pas avoir à payer pour les études de leurs jeunes. Bon. Récemment aussi, vous avez célébré le drapeau canadien. Bon, probablement que chaque député fait un peu ce genre d'événement-là dans son comté. Vous l'avez fait ici, il y avait à peu près 70 personnes environ. Pourquoi c'est important de souligner le drapeau canadien? Bien, je pense que c'est notre sentiment d'appartenance. Le drapeau, c'est notre étendard. Je pense que tout le monde, on s'y reconnaît. Puis je pense que l'exemple, ça a été les derniers Jeux olympiques où tout le monde est heureux, finalement, de s'identifier au drapeau canadien. Et on voit le nombre de vêtements qui se vendent à l'effigie du Canada à cette période-là. Je pense que ça fait partie de ça. Je pense qu'on a cette fierté-là. On fête notre drapeau du Québec, puis on fête le drapeau du Canada. Donc, c'est important pour nous. Bon, on sait que généralement, les politiciens n'aiment pas beaucoup commenter les sondages, mais évidemment, vous arrivez un peu comme à la mi-mandat. Je sais qu'il va y avoir des élections au Québec, mais après ça, ça va être votre tour. Puis votre tour va venir des fois plus vite qu'on pense. Évidemment, il y a un nouveau chef conservateur, il y a un nouveau chef au NPD. Le Bloc québécois, par contre, est beaucoup plus en difficulté. Et c'est tout à fait normal, après un certain temps, que la cote diminue un peu. Bon, votre premier ministre est allé récemment en Inde. Ça a fait beaucoup jaser les costumes d'apparat, les photos de famille, etc. Est-ce que vous avez trouvé que c'était trop? Bien, dans la vie de tous les jours, effectivement, je pense qu'on n'est pas habitué. Sauf que ça fait partie de la personnalité de M. Trudeau de représenter la diversité. Donc, je pense que c'est comme ça qu'on le voit, mais les gens en parlent beaucoup. Mais de là à dire que ça les influence, bien, ça, c'est autre chose. Puis, je veux dire, rendu à une campagne électorale, on sait c'est quoi une campagne électorale. Le gouvernement, pendant qu'on est au pouvoir, on est évalué sur chacun de nos gestes que l'on passe. Les gens peuvent avoir leur opinion. Mais rendu à la campagne électorale, les gens votent en fonction d'un programme et de qui ils pensent qu'il ferait le meilleur gouvernement, finalement, pour eux. Bon. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire d'ici la fin du mandat? Et d'autant plus, comme je le disais il y a quelques secondes, vous avez maintenant le NPD, les conservateurs, qui ont fini par se choisir un chef. Donc, les adversaires, disons, sont mieux équipés qu'ils ne l'étaient il y a, disons, 1 an ou 2 ans. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire, vous, les libéraux, d'ici les prochaines élections? Bon, il y a un projet qui est important, c'est la nouvelle politique de logement qu'on a annoncée. C'est 40 milliards. Ça fait partie du programme d'infrastructure. Et elle est importante parce qu'elle va toucher l'ensemble de la société parce qu'il va y avoir des nouveaux logements pour des clientèles précises.
que ce soit au niveau des gens qui sont handicapés, que ce soit des gens qui sont itinérants. Il va en avoir pour les familles monoparentales, pour les aînés. Donc, c'est une politique qui est importante et il faut savoir que cette politique-là va venir aussi avec ce qu'on appelle l'allocation canadienne pour enfants. Ouais. Cette allocation-là va permettre à 300 000 Canadiens de recevoir un montant de 2 500 $ et va permettre aussi de sortir 300 000 personnes de la pauvreté. Et ça, c'est une continuité qu'on a dans notre programme. Parce que si on regarde, l'allocation canadienne a sorti le même nombre de personnes, 300 000 jeunes de la pauvreté. Je parlais tout à l'heure de l'allocation canadienne pour les travailleurs. C'est 70 000 personnes qu'on pense de sortir avec cette mesure-là. Donc, il y a ça. On continue à assurer de la consommation, d'aller vers une plus grande égalité et justice dans la société, programme d'infrastructure pour maintenir les investissements. Et finalement, le troisième, et c'est sur là-dessus que le focus va être mis, l'innovation. Donc, l'innovation, on a pour cette année, c'est 4 milliards de dollars. Donc, pour préparer les avenirs de demain. Et il y a des organismes de la région qui pourraient en profiter. On pense au Cégep, on pense au Centre d'horticulture qui est ici, qui pourrait avoir des fonds pour la recherche et l'innovation. Et évidemment, on travaille dans la région, je pense que vous en avez entendu parler, pour un pôle de sécurité-défense, parce qu'on sait que juste à la défense, pour les 20 prochaines années, il va y avoir 1,6 milliard de dollars pour l'innovation et ça va fonctionner aussi simplement que les gens, la défense va avoir des projets, des nouveaux produits qui n'existent pas et on va demander à des gens de nous présenter leurs produits. On va en choisir 3, les subventionner et le meilleur va être choisi. Et par la suite, bien, aura la chance d'être vendu partout dans le monde parce que ce sera de l'innovation, mais surtout que la plupart du temps, après ça, on en fait des applications civiles. Donc, la région veut réellement avoir sa part. Donc, il y a de l'argent au ministère de l'Innovation, puis il y en a aussi au ministère de la Défense. Jean Rioux, merci beaucoup, puis bon retour à Ottawa, parce que la Chambre des communes, je présume, va vous rapatrier dans les prochaines semaines. Dès lundi prochain, je vais être de retour. Merci. Ça me fait plaisir. Restez avec nous, au retour, le Babillard quotidien. Si parfois vous avez un gros rebut que vous devez mettre aux ordures, vous ne savez pas trop quoi faire avec, est-ce qu'on peut ou non aller le porter à l'éco-centre ou encore si c'est tellement gros qu'on n'est pas capable de le transporter, bref, qu'est-ce qu'on fait avec? Appelez tout simplement Compost Richelieu. Vous allez visiter le site Internet compost.qc.ca pour vous renseigner et vous allez savoir évidemment quoi faire pour disposer de ce gros rebut. Chaque semaine, on vous présente des extraits des travaux du conseil municipal de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et l'émission est en rediffusion également sur notre site Internet. Chaque dimanche matin à 9h30 en direct, c'est le Télébingo avec 4 000 $ en prix et il y a 30 dépositaires dans la région desservie par la télé pour acheter les fameux livrets. Pour nous, prochain rendez-vous, c'est demain. Bye-bye.